Bonjour à toutes et à tous et merci à l'Institut catholique de Toulouse de m'avoir invité à ce colloque centenaire autour de la figure de Jeanne d'Arc. Je m'appelle Alexandra Kerciu et je suis une compositrice roumaine de musique classique qui se passionne de l'histoire de Jeanne d'Arc depuis une dizaine d'années déjà. Ce n'est pas la première fois et ce ne sera certainement pas la dernière que je partage les étapes de mon aventure johannique en tant que compositrice et chercheuse. En effet, des occasions se sont présentées en France et en Roumanie, d'abord à Domremy en 2014 où j'ai participé au colloque Jeanne d'Arc en histoire et en musique avec une communication traitant de mon opéra. Ensuite, à Paris, à l'Université Paris 8 et à l'IRCAM en 2015-2016, dans le cadre des ateliers sur l'analyse et la création contemporaine, et à Brasov en 2017, avec une communication sur ma thèse de doctorat. Ouvrage à la fois de création et de recherche, ma thèse s'est proposée une mise en relation de 4 œuvres de scène, 3 opéras et un oratorio, de l'époque post-honeckerienne, donc depuis 1938 à nos jours, très peu ou pas du tout connue au public et abordée par les analystes. Il s'agit d'une étude de dramaturgie musicale comparée, axée sur la question des binômes mythe-histoire et texte-musique. Les œuvres sont signées par l'allemand Walter Braunfels, le français André Jolivet, le franco-corse Henri Tomasi et moi-même. La thèse, soutenue en Sorbonne en 2016, a été éditée par l'Harmattan en 2018. J'ai été également invitée à rédiger des articles sur Jeanne d'Arc par la prestigieuse revue roumaine Convorbiri Literare de Iași en 2021. Le dernier traite de la création française de la pièce de Bernard Shaw, à la lumière de la presse du temps et de la correspondance de l'auteur avec son traducteur Augustin Hamon. Pour cela, j'ai travaillé dans les archives de la BNF. Jeanne d'Arc est un personnage dont le nom je connaissais depuis l'enfance et dont la personnalité m'avait fortement émue à travers 2 lectures théâtrales célèbres, disponibles en traduction roumaine. Il s'agit de Saint-Jean de Bernard Shaw et de l'Alouette de Jeanne Anouilh. La bourse que j'ai reçue de la part du Centre international Nadia et Lily Boulanger de Paris m'a donné l'occasion de résider 9 mois dans cette ville de 2009 à 2010. C'est dans cette période-là que j'ai fait connaissance de la poésie de Charles Péguy, notamment du drame Jeanne d'Arc et du mystère de la charité de Jeanne d'Arc, ainsi que des minutes des procès de Jeanne d'Arc édités par Jules Quicherat. Comme le sujet s'annonçait vaste, j'ai continué mon travail à la Sorbonne de 2010 à 2016, ce qui m'a permis de creuser les différents angles d'interprétation historique moderne et surtout contemporaine, informations inédites qui ont servi à la rédaction de la version définitive du livret, de l'opéra et de la thèse. Lors du double centenaire Jeanne d'Arc de 2020, j'ai ouvert la série de la publication de mes partitions la concernant aux éditions musicales de l'Union des compositeurs et des musicologues de Roumanie à Bucarest. Dans cette série sont parus pour l'instant le livret et la partition générale de l'opéra Saint-Jean d'Arc dans un seul volume et un air de concert, prière de Jeanne d'Arc sur un poème sans titre de Péguy, extrait du mystère de la charité, en 2 versions de chambre et une version d'orchestre. Paraîtront bientôt le prologue de l'opéra en 2 versions instrumentales pour orgue et piano et une version d'orchestre, ainsi que la réduction chant-acteur-piano avec une étude sur la génétique de l'œuvre concernant les esquisses et les brouillons. Avant de passer au cœur du sujet, il faut dire que l'opéra est un monodrame pour voix seule, Jeanne, des acteurs, un chœur d'hommes, un chœur d'enfants et un orchestre symphonique dont la nomenclature comprend entre autres 3 percussions sollicitées sur beaucoup d'instruments, 3 claviers, l'orgue, le clavecin et le piano, et 2 cimandres en bois en improvisation libre, la cimandre étant un instrument spécifique de la spiritualité orthodoxe à laquelle j'appartiens.
La soliste, une voix de mezzo-soprano ou d'alto, a à affronter la complexité de 6 airs en dehors des dialogues parlés et chantés. 2 options de mise en scène sont envisageables, l'une scénique et l'autre radiophonique. À présent, l'œuvre est enregistrée par morceaux uniquement. Le prologue est la plupart des airs. Une création de 2 airs avec orchestre sera proposée aux candidats du concours international de chant Georges Enesco de Paris pour l'édition 2022 en automne. La création intégrale attend cependant sa réalisation. Traitons d'abord du livret. Les sources que j'ai utilisées pour sa construction ont été Bernard Shaw, Charles Péguy, les minutes des procès de condamnation et de réhabilitation, source per Errol, et les informations historiques modernes et contemporaines. Ces éléments sont arrivés dans cet ordre-là, moi travaillant sur des textes disparates, choisis parmi les plus musicaux et les plus forts comme message. Il faut préciser que le premier livret, basé entièrement sur la pièce de Shaw et que j'avais conçu tout de même avant de commencer la musique, n'était plus d'actualité du point de vue historique, car il satirise la royauté et la fait responsable pour la perte de Jeanne. C'était de même pour Péguy, qui utilise des sources bourguignonnes et armagnaques. Or, les nouvelles pistes de réflexion historique qui m'intéressaient étaient le jeu de la cédule d'abjuration, reconstitué par Philippe Dunant dans l'abjuration du cimetière Saint-Ouen d'après le texte, la connaissance que Jeanne avait de la politique royale, même si elle l'a désapprouvée, et la vraie personnalité de Charles VII, un roi combattant, calculé et intéressé au sort de Jeanne d'Arc emprisonnée, tout cela en accord avec les lectures des livres de l'historien Olivier Bouzy, notamment de sa Jeanne d'Arc en son siècle, paru chez Fayard en 2013. C'était donc le moment d'intervenir et de rajouter mes propres textes à l'édifice déjà construit. La structure du livret comporte les parties suivantes: un prologue, 7 scènes et un épilogue. Le livret est très peu épique et s'inscrit dans la typologie du théâtre post-dramatique, une notion inventée par le critique allemand Hans-Tisse Lechmann. Ce théâtre d'idées et non d'action n'engendre pas une dynamique qui conduise au coup de théâtre, mais des conversations, des souvenirs, des événements à raconter ou à vivre de façon rétrospective, ainsi que des projections dans le futur. Cela nous amène à la caractéristique principale de construction de ce livret, qui est le mélange des couches temporelles. On part du fait que Jeanne est en prison, parfois seule, parfois entourée par un tribunal intimidant, qui a aussi sa vie secrète, comme les jeux de coulisses d'entre l'anglais Barwick et l'évêque Cochon. De là, notre Jeanne voyage avec la pensée, tantôt dans le passé, tantôt dans le futur. La musique. D'essence tonomodale, ma musique s'inscrit dans un courant connu sous le nom de postmodernisme. Cela signifie qu'après chaque révolution, représentée par le modernisme avant-gardiste, il y a nécessairement une restauration, mais une restauration dont le visage a changé. Polystylisme présent donc dans l'écriture, mais aussi dans le choix de l'éthos. On a d'une part l'héritage occidental, français et espagnol, avec quelques teintes andalouses dans la construction modale, et d'autre part les racines folkloriques roumaines et orientales de facture byzantine. Tout cela renvoie à une image à la fois disparate et unitaire, car j'essaie de faire dans ma musique ce que faisait Antonio Gaudí ou les maîtres de mosaïque dans leur art, harmoniser les contraires. Par conséquent, il y a une densité importante dans l'écriture mélodique, rythmique, métrique, harmonique, de tempo et de timbre. Le paramètre harmonique notamment est riche en inflexions modulatoires, chromatiques et inharmoniques, en chromatisme retourné, fausse relation et désaltération, le tout étant en relation directe avec le sens du texte littéraire, bien sûr. En ce qui concerne le timbre, j'ai utilisé des instruments de percussion comme le fouet, la crécelle et l'enclume pour la scène de la prophétie de Jeanne sur sa mort et pour l'abjuration,
Des effets vocaux et instrumentaux, des coups d'archet en mouvement contraire aux cordes, l'effet de lutte et le style lutté au clavecin, ainsi de suite. Du point de vue de la forme musicale, quelques particularités sont à noter. Tout d'abord, la relation texte-musique devient plus complexe vu la présence des acteurs. Il y a la musique seule, le texte seul, la musique insérée dans le texte et le texte inséré dans la musique, le tout alternant avec l'écriture typique d'opéra qui est le texte chanté. Ensuite, c'est la présence des cadences solo des claviers, le piano, l'orgue et le clavecin, qui est une sorte d'intrusion du concerto instrumental dans l'opéra. Enfin, il y a un aspect pas commun dans la construction de la microforme, à savoir le texte littéraire et le texte musical ne tombent pas toujours ensemble. Du point de vue du phrasé et de l'intonation, cela fracture le discours de façon inattendue et l'effet est bien sûr mis au service de la dramaturgie. En voici des exemples très courts. Dans le premier, il y a une chaîne d'accords en 10 altérations. Sol dièse, sol bécard, fa dièse, fa bécard, ré bécard, ré dièse. Une chaîne qui veut suggérer l'impondérabilité du sommeil. Jeanne sera dorénavant soldat, sans repos et sans maison. Dans le second, on observe deux choses à propos de la microforme. D'abord, la fin du texte littéraire est suspendue pour introduire une cadence musicale prolongée. Ensuite, l'intonation du texte musical se bouscule vers l'aigu, ce qui change l'intonation de fin de phrase dans le texte littéraire, qui aurait dû être normal, et qui marche quand même dans la route penneuse. Cette fracture est la bienvenue pour construire une nouvelle vague musicale. C'est sa raison d'être. Mon discours critique va graviter autour de trois axes principaux en relation d'interdépendance. Jeanne la divine, Jeanne la prophétesse et Jeanne la nationaliste. Ces axes ont à leur tour des branches que nous allons découvrir bientôt. Pour la première catégorie, il y a trois branches. La mission de par Dieu. On en parle lors du prologue. La première section de celui-ci superpose une musique symphonique en forme de thème et variation, qui est le souvenir du sacre du roi de France, et le présent pesant d'un interrogatoire lié à cette affaire. Le piège tendu est la présomption d'orgueil. Se croit-elle dans la grâce de Dieu? Abuse-t-elle les gens de son parti en faisant croire qu'elle est une envoyée de Dieu?
Les voix. À cet égard, j'ai pris deux décisions. D'abord, j'ai suivi la lignée de Shaw qui assimile les voix de Jeanne à son génie. Or, son génie se montre dans toutes les affaires, jusqu'à provoquer la rage des clercs et sa condamnation finale. Ensuite, j'ai fait en sorte que ces voix prennent de la chair par l'introduction d'un chœur d'enfant. C'est la section d'or de l'opéra. Ces petits anges apparaissent au milieu d'un interrogatoire traitant sur la nature des voix de Jeanne. La relation est évidente, Jeanne est une enfant de Dieu. Le chœur chante sur un texte de la liturgie latine Jesu Dulcis Memoria, soulignant ainsi que le paradis est la personne du Christ qui repose en nous-mêmes. Le quatrième air comporte les tantes andalouses en question, présentes au sein du thème principal, exposé en ré majeur et sol majeur mélodique avec seconde phrygienne. Avant sa mort, Jean jette à la face des clercs ces paroles offensantes en référence à ses voix. Mes voix avaient raison. Elles m'ont dit que vous étiez des fous. 7e scène sur le texte de Shaw. La vie du peuple apparaît indirectement dès le début de l'opéra. On se rappelle que dans le prologue, il y a un premier interrogatoire sur ce que les gens de son parti pensent de sa personne, et aussi directement au cours d'un dialogue parlé entre les gens de Saint-Ouen qui partagent des opinions pro et contre sur le fait de l'abjuration. L'un d'entre eux conclut mystérieusement. Il y en a même qui disent à présent que c'est peut-être une sainte. Seulement ça, il faut n'en parler à personne. 16e scène, texte de Péguy. Pour la seconde catégorie, Jeanne la prophétesse, il y a 6 branches. La prophétie de sa mort. Sur le fond d'une première discussion d'entre Warwick et Cochon sur la venue du duc de Luxembourg à Reims pour traiter de la liberté de Jeanne contre une rançon, Jeanne en reste sceptique et s'imagine le bûcher. Première scène, premier air, texte de Péguy. Les prêtres et la foule entassés par la place. La foule se ce qui frissonne. Et
venu. Je voudrais bien savoir s'il est vrai que je me sois damnée. La prophétie sur la réaction du Conseil royal à lui de sa prise. Lorsque le Conseil royal discute âprement la question de l'échec militaire devant Paris, Jeanne a un pressentiment soudain. Le jour de sa prise, l'archevêque de Reims enverra aux citoyens de sa ville une lettre dans laquelle la politique royale s'efforcera de trouver un bouc émissaire en sa personne. Deuxième scène, texte de la Soussignée de Shaw et sur musique, bien sûr. La prophétie de sa délivrance de prison, tout comme la prophétie du futur sort des Anglais en France, se passe dans le cadre des interrogatoires. Quatrième scène, dialogue parlé sur musique. La prophétie sur le sort de Cochon. Lors de l'abjuration, il y a un moment de grand malaise pour Cochon qui se voit averti par Jeanne sur le danger d'harceler et condamner une fille de Dieu. Fâché, Cochon ordonne au frère Ladvenu d'aider la jeune fille à signer la cédule. Elle obéit tout en rajoutant une croix. C'était la coutume, mais elle associe ce signe à celui qu'elle avait l'habitude d'opposer à ses lettres de guerre, dont le but était de tromper l'ennemi sur la véridicité du contenu. Cinquième scène, dialogue parlé sur musique. La prophétie de sa gloire dans l'église triomphante apparaît vers la fin de l'opéra. Jeanne, déjà condamnée, s'exclame. Ces voix, c'est-à-dire les voix de Dieu, ne sont pas vos voix. Il veut que je traverse le feu pour arriver en son sein, car je suis son enfant. Et vous n'êtes pas digne que je vive parmi vous. À ce jeu de répliques enflammées, chanter ou parler de façon rythmique, solo et chœur, donne le concours les soldats anglais dont l'impatience explose. Septième scène, texte de Shaw. Pour la troisième catégorie, genre la nationaliste, il y a deux branches. Le départ volontaire de sa maison et le chant dans l'air Adieu à la Meuse, troisième scène, texte de Peggy. L'obstination de faire la guerre, c'est la dernière branche. Jeanne a beaucoup de qualités, mais par-dessus tout, il y a chez elle cette obstination de faire la guerre jusqu'au bout. Cet aspect de son caractère, je le présente à travers plusieurs épisodes. Après l'échec de la campagne sur Paris, deuxième scène, texte de Shaw de la Soussignée, dans son village, quand elle réprimandait les Bourguignons qui refusaient d'entrer en l'obéissance du roi de France, deuxième scène, texte de la minute, ou après l'abjuration, quand elle s'emporte sur la situation précaire de la France, sixième scène, cinquième air, Notre Père qui est aux cieux, texte de Peggy. La menace de l'Inquisition, avec laquelle l'archevêque de Reims essaie de lui tempérer les élans, ne lui fait pas peur, car elle a une mission supérieure à tous les raisonnements humains, ce qu'elle exprime magistralement dans le récitatif et l'air « Je suis seule sur terre ». Deuxième scène, texte de Shaw.
mai. Oui, je suis seule sur la terre, j'ai toujours été seule. Je pensais que la France aurait des amis à la cour du roi, mais je n'y trouve que des loups. Je pensais que Dieu avait pas tous les amis, car il est l'ami de chacun. Je croyais que vous seriez pareil à de grands dangers pour me préserver de tout mal. Oh, oh, combien j'étais une enfant. Je n'ai pas peur, la France est seule, et Dieu est seul. Et qu'est-ce que ma solitude à cause de celle de mon pays? Et mon Dieu, et mon Dieu. La solitude de Dieu et sa force. Mieux vaut être seul avec Dieu. Son amitié ne me fera pas défaut, ni son amour et ses conseils. Hors de sa force, j'aurai de l'audace, et encore de l'audace, et toujours de l'audace, jusqu'à ce que je meure. Pour conclure, trois paramètres musicaux fondamentaux s'unissent pour créer l'énergie spirituelle du personnage central. Ce sont la mélodie, le rythme et l'harmonie. J'utilise souvent les intervalles de quarte et de quinte pour illustrer les cloches, le rythme ternaire pour renvoyer à la danse du cœur et les accords de trois sons pour représenter la Trinité. Ces trois éléments gouvernent Jeanne d'Arc. Les cloches sont la voix de Dieu sur terre qui apporte l'extase mystique à ceux qui savent être à l'écoute. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté et je vous souhaite une excellente journée. Merci et au revoir.